Eh bien, bonjour à tous, Grégory Fizeau, architecte, ancien élève de cette école, président des anciens élèves de cette école et conférencier à mes heures perdues finalement. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les débouchés du métier d'architecte parce que je pense que vous avez envie de savoir si vos enfants auront un avenir par la suite. Et réponse, oui, ils auront un avenir. Alors pour commencer, je vais présenter un peu mon parcours. Moi je viens de Guyane, je suis originaire de là-bas. Je suis arrivé en métropole à mes 18 ans, dans cette école, merveilleuse école, très beau parc. Je pense qu'on vous a vanté déjà les mérites de l'école. Par la suite, j'ai eu la chance de faire un Erasmus ici, au Brésil. Très belle destination, je recommande à tout le monde. Et l'obtention de mon diplôme pour finalement travailler en agence et monter la mienne par la suite. Ça a été un parcours assez simple, assez lambda, dans le sens où il y a potentiellement beaucoup plus de personnes qui deviennent architectes, agissent et travaillent comme des architectes, et d'autres profils comme devenant scénographe et autres. Mais là, il y aura plusieurs profils différents du mien qui sont venus dans cette école, ont travaillé par la suite un petit peu dans la région rouennaise et ont créé autre chose et d'autres parcours. Bonjour à tous. Je me présente, Hugo Leruse. Donc, je suis aussi un ancien étudiant de l'école d'architecture de Normandie. Là c'est mieux. Ok, merci. Moi, j'ai été diplômé en 2016 et j'ai fait mon habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre l'année qui suit. Et j'ai un parcours qui a commencé par une activité salariée dans une agence d'architecture rouennaise, donc plutôt classique. Et aujourd'hui, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que Grégory m'a invité, c'est que moi, je travaille dans la maîtrise d'ouvrage maintenant, c'est-à-dire je travaille du côté du commanditaire de la maîtrise d'œuvre pour une entreprise d'assurance locale. Donc, j'ai un parcours, une formation d'architecte, et en fait, j'ai été embauché dans cette entreprise côté maîtrise d'ouvrage pour être commanditaire du côté des opérations concernant l'immobilier d'exploitation, puisque c'est un grand groupe qui a un patrimoine immobilier qui est assez important et donc du coup qui a une stratégie immobilière à appliquer, qui a des logiques de maintenance, des logiques de projet immobilier. Et pour ça, en fait, ça les intéressait, eux, d'avoir quelqu'un qui a une formation d'architecte, c'est-à-dire qui a ce bagage à la fois de conception, d'accompagnement de la conception, de connaissances bâtimentaires, de connaissances de stratégie politique, d'encadrement légal de la construction en France, des opérations de construction, des opérations de maintenance. Et surtout, mon avis personnel sur le sujet, c'est d'avoir des gens qui sont formés en fait à dialoguer avec un très grand nombre de personnes. C'est-à-dire que moi, malgré le fait que je ne sois plus aujourd'hui dans la conception architecturale de bâtiments en tant que maître d'œuvre, je sens que j'ai toujours, à travers la formation que j'ai reçue, cette capacité en fait à échanger avec un très grand nombre d'interlocuteurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est d'être capable de discuter avec une responsable RH qui se rend compte qu'en agence, quelque part en France, il y a des problèmes à gérer avec des gens qui ne se sentent pas bien par rapport à un élément précis. Moi, il faut que je connaisse l'encadrement légal de tout ça derrière, de dire ce changement de bureau que vous demandez, est-ce que c'est possible ou pas ? Et à la fois, en fait, je dois savoir aussi discuter avec les entreprises qui vont intervenir, qu'on va commander en fait pour réaliser des travaux pour le compte de l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, on va dire qu'à travers la formation d'architecte, moi, j'ai un débouché qui n'est pas celui auquel peut-être je m'étais destiné à la sortie des études, pas celui auquel j'ai aspiré en poursuivant après en fait un travail de salarié en agence d'architecture. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un travail qui est plutôt épanouissant parce que être du côté des commanditaires, c'est certes abandonner l'aspect conception architecturale à proprement parler, puisqu'aujourd'hui, cette mission-là, c'est toujours celui de l'architecte maître d'œuvre. Mais par contre, c'est avoir la main sur la commande, et ce qu'aujourd'hui, quelque chose d'assez important, en fait, parce que ça permet aussi, à travers nous, notre sensibilité d'architecte de formation,
de mettre en avant des solutions architecturales qui sont proposées par une maîtrise d'œuvre qu'on estime plus qualitatives. Et en fait, cette fois-ci, moi, architecte de formation, je suis du côté de la commande, donc j'ai ce pouvoir décisionnel en partie de faire des choix que j'estime plus qualitatifs, que j'estime plus intégrés à l'environnement urbain, plus intégrés par rapport aux normes RSE que souhaite mettre en place l'entreprise, etc. Donc, voilà, bref résumé. Ouais. Bonjour, donc je m'appelle Étienne. J'ai été diplômé de l'école en 2020. Comme Hugo, j'ai passé ce qu'on appelle la HMONP, donc qui est une 6e année au bout des 5 ans d'études. Donc comme on a dû vous l'expliquer, j'ai fait donc comme tout le monde ici une licence puis un master. À la suite de ça, j'ai travaillé en tant que salarié en agence d'architecture. Et au cours de cette expérience professionnelle, j'ai donc décidé de passer la HMONP. C'est une année un peu particulière qui s'effectue en fait un peu sous forme, pas d'alternance, mais dans le cadre, en fait, vous suivez une formation alors que vous êtes salarié d'une agence d'architecture, en gros. Et cette année est obligatoire de formation pour par la suite vous inscrire à l'ordre des architectes et donc exercer le métier. Donc mon expérience après mes études, c'est donc salarié d'agence. J'ai beaucoup travaillé sur du logement, donc la conception plutôt du logement semi-collectif, collectif. Donc toutes les étapes de conception en tant que salarié. À la suite de ça, donc j'ai eu plusieurs expériences et maintenant je suis co-gérant, donc j'exerce en société et je suis inscrit à l'ordre donc de Normandie. Actuellement, donc je travaille plutôt sur des équipements recevant du public, ce qu'on appelle un peu dans le milieu des ERP. Donc c'est pas trop du logement, plutôt ça peut être une boulangerie. Voilà, une salle de spectacle, une école, enfin voilà, tous les lieux recevant du public. Moi actuellement, voilà, c'est plutôt parce que ils ont envie que je le dise, c'est plutôt des événements de spectacle actuellement sur lesquels je travaille, donc des casinos. Et plus particulièrement, en fait, je me suis spécialisé plutôt dans le pilotage de chantier. Donc le suivi, ce qu'on appelle purement maîtrise d'œuvre. Donc si je peux faire le lien avec ce que vient de dire Hugo, finalement ça serait mon interlocuteur, ça serait la personne qui représente le client. Et donc il me donne finalement ses consignes, ce dont il a besoin. Et je suis chargé donc de le dessiner et par la suite de le faire construire, en gros. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nolwenn. J'ai réalisé mon parcours d'étudiante ici à Rouen pendant 5 ans, dont une demi-année en Allemagne, à Hanovre, pour un Erasmus, tout comme Grégory. Hugo, toi, t'étais parti Oui, au Vietnam. Voilà, on a tous fait plus ou moins Erasmus, donc voilà, j'ai passé 6 mois là-bas. Et mon expérience suite à mon diplôme, ça a été une année donc dans une agence d'architecture toute somme classique à Rouen, durant laquelle moi j'ai plutôt travaillé sur des concours, notamment des concours de logement pendant donc une année. Et à la suite de ça, donc j'ai répondu à une offre de poste que j'occupe toujours actuellement, qui est celle de chargée d'opération bâtiment dans la fonction publique et plus particulièrement dans un institut du département qui s'occupe de la protection de l'enfance et du handicap. Donc un champ assez éloigné du domaine architectural de base, mais qui est passionnant pour plein de raisons. Tout comme Hugo, il m'arrive rarement, mais parfois, d'occuper le poste de maîtrise d'ouvrage. Et au quotidien, mon poste se résume à imaginer, concevoir, suivre des chantiers à plus petite échelle qu'Étienne pour le coup, mais une échelle intéressante tout de même. Et pour ces enfants, donc voilà, qui sont placés par la protection de l'enfance et ou porteurs d'un handicap, ce qui m'amène à avoir une certaine sensibilité au quotidien, puisque c'est un public particulier, qui a des besoins aussi particuliers. Et voilà. Pour l'instant, je suis très très épanouie dans ce domaine.
Comme vous avez pu le voir, il y a 4 profils totalement différents, mais pour autant, on a fait les mêmes études. Il y a d'autres profils comme du patrimoine, où à la suite de ces études, on fait un DSA en patrimoine. Donc, à la suite de ces études, on fait un DSA patrimoine, ce qui permet de travailler sur du patrimoine, des châteaux ou des choses un peu moins glorieuses comme une étable. Et oui, parfois il y a des étables qui sont classées et on a besoin de faire venir un architecte du patrimoine. Et c'est là où il rentre en jeu. Il y a également la formation d'ingénieur et architecte. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question aujourd'hui. Eh bien, par la suite, si vous faites ça, si vous avez l'optique de faire cette formation, vous pouvez totalement commencer par des études d'archi chez nous, puisque nous proposons ce cursus. Passons. Et il y a également d'autres types de façons de faire ou même de devenir architecte, puisque nous avons la possibilité par la suite de devenir scénographe, de devenir urbaniste ou également devenir des architectes qui travaillent que dans l'urgence. Donc, lorsqu'il y a des inondations ou autres qui se passent dans le monde, c'est ces personnes-là qui viennent, qui entrent en jeu, ou même devenir architecte pour l'armée, ça existe. On a tous besoin d'un architecte finalement. Et également l'architecte naval à Nantes. Mais il y a une pluralité de choses avec lesquelles il y a une pluralité de métiers que l'on peut faire à la suite des études d'archi, puisque chaque personne est différente et chaque personne aspire à faire des choses différentes. Donc en scénographie, vous serez à même de faire des dessins, enfin des décors pour le cinéma, pour du théâtre, des choses qu'on peut également voir dans cette école, ou par la suite travailler sur des nouveaux matériaux comme deux anciens des personnes de cette école, Robert et Paul pour les citer, qui par la suite ont créé un bureau d'études pour le réemploi. Donc travailler avec des matériaux qui paraissent peu nobles et finalement les retransformer pour créer une habitation, un logement et autres. Il y a également il y a plusieurs façons de faire ces études d'archi, plusieurs personnes, plusieurs personnalités, et ainsi, maintenant, on peut répondre à vos questions. Quelles questions avez-vous ? Je peux redonner juste une généralité. En généralité, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même un parcours de formation. Enfin, c'est-à-dire que en France, la construction de bâtimentaires, l'aménagement du territoire, c'est quand même quelque chose qui est codifié, qui a des règles, qui a un parcours, qui a un processus de création qui est quand même assez spécifique. Et de manière générale, on a quand même une formation qui nous met très très au fait de tout ce processus de construction, de tout le cadre légal, de tous les acteurs, les intervenants de ce monde-là. Et je trouve qu'en fait, ce que dit Grégory, c'est qu'en fait, il y a une variété de possibilités professionnelles qui s'ouvrent à partir du moment où on est diplômé de master, voire habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est qu'on est un acteur qui est très au fait, très conscient de ce qu'implique l'acte de construire en France et en fait qui nous met en position d'être intéressant pour beaucoup de monde à travers beaucoup d'échelles et à travers beaucoup de positions qui sont en fait parfois plus différentes que celles simplement de la pure conception architecturale. Je vais enchaîner et me présenter. Marion Dalmé-Picard, je suis en charge de l'insertion professionnelle ici à l'école. Et je voulais juste rappeler quelque chose qu'on aurait peut-être dû dire en préambule, mais qui est important. On ne peut être appelé architecte que la personne qui a fait du coup cette 6e année à habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre et qui est inscrit à l'ordre. Vous pouvez avoir fait vos 5 ans d'études, vous n'êtes que architecte diplômé d'État. Donc voilà, on fait des raccourcis en disant des architectes, etc. Mais le mot architecte est protégé. Donc c'est une profession très réglementée et c'est pour ça qu'il y a un ordre des architectes. Aujourd'hui, il y a 60 000 architectes à peu près en France sortis des écoles d'architecture. Il y en a 30 000 inscrits à l'ordre. Donc à côté, les 30 000 autres, ils sont ailleurs. Ils font d'autres choses, ils font d'autres professions où ils exercent, ils font de la conception quand même, mais du coup au sein d'une agence, ils font des métiers, ils peuvent devenir menuisiers, ils peuvent, voilà, il y a
plein de variétés. Et ce qui est super avec les études aussi, c'est que ça va vous apporter des compétences un peu on appelle ça les soft skills aujourd'hui, des compétences de prise de parole, de résumer votre pensée, de pouvoir l'exprimer correctement, de la gestion de projet, etc. Et tout ça, ça peut être aussi adapté dans d'autres types de professions. Donc finalement, le champ des possibles, il est assez grand. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Avez-vous des questions? Je pense que oui. Attends, je vais... Bah, c'est pas tout. Ah bah. Oui, alors vous avez commencé à parler en fait, de ce que je comprends, un double cursus, puisque ce serait des études d'architecture d'abord, conciliées avec des études d'ingénieur. Et comment ça se passe exactement? Alors je me permets, mais pour toute question, non pas qu'on ne veuille pas répondre, mais pour toutes questions qui sont liées aux formations actuellement, étant des anciens élèves, voilà, on vous invite à aller voir les élèves qui sont présents dans l'école aujourd'hui, les professeurs qui sont présents aujourd'hui, parce qu'on ne pourra pas répondre de manière très très pointilleuse, tandis que les gens qui sont présents aujourd'hui pourront le faire. Désolée, non pas que je ne veux pas y répondre, mais... Alors j'en ai une autre. Allez-y. J'en ai une autre sous le bras, sous le pied. Oui, vous avez parlé aussi, donc suite à un master de DSA. Donc études, en fait c'est spécialisé dans tout ce qui est patrimoine. C'est monsieur qui avait introduit cela. Donc j'aimerais en savoir un peu plus, voilà. Eh bien, écoutez, les études de patrimoine par la suite sont développées et faites soit à Chaillot ou sinon Paris-Belleville. C'est une formation en plus des études d'archi. Donc, pendant 3 ans, vous allez apporter une compétence en plus à votre parcours, mais spécifiquement sur le patrimoine. 3 ans en plus, oui. Ou pas que, il y a aussi des DSA, c'est des diplômes supérieurs d'architecture, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, il y a d'autres sujets aussi qui sont traités dans les autres écoles. Ici, on n'en a pas à l'ENSA Normandie, pour info, mais on va monter ce qu'on appelle un DPEA. Alors, cherchez pas les acronymes, ça sert à rien. Mais c'est un post-diplôme autour du sujet du réemploi. Voilà, dès septembre 2026, si tout va bien. Une autre question? Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir, pour chacun de vous, ce qui vous plaît le plus dans votre job actuel, que ce soit en lien avec les études que vous avez faites ou pas. Eh bien, pour ma part, je pense que c'est être acteur dans mon environnement, ne pas seulement vivre dans celui-ci, mais participer à quelque chose de plus grand que moi. De me dire que finalement, quelque chose qui a été simplement pensé par un ensemble de personnes peut accueillir et aider beaucoup plus de personnes. Moi, le plus épanouissant, c'est que, comme je dis, dans le fait de construire, on est souvent un peu les seuls à avoir, en définitive, en fin de compte, le côté, le sens de l'intérêt général, le sens de la qualité architecturale, de la qualité des espaces aménagés. Et je trouve que ce qui est assez épanouissant, en fait, c'est d'intervenir dans un monde où en fait il y a une multiplicité d'acteurs qui ont tous des intérêts, qui ont des langages très techniques, très spécifiques, assez différents, que ce soit des spécialistes de l'immobilier, des techniciens de la construction, des ouvriers du bâtiment. Et en fait, nous, on a la capacité de dialoguer avec tout ce monde-là, ce qui est super enrichissant. Et à la fois de garder en fait ce caractère un peu singulier, de dire en fait notre maîtrise, c'est la conception spatiale, c'est la qualité des espaces aménagés. Et c'est moi en tout cas, à titre personnel, je trouve que c'est ce dont on doit être les garants dans les projets de construction. Ouais, je suis vraiment d'accord. Moi, je sais que ce qui m'épanouit vraiment, c'est dans mon métier, c'est finalement cette continuité avec les études. Où finalement, en études d'architecture, je sais qu'on imagine plutôt l'architecte comme quelqu'un de parfois assez solitaire, qui conçoit un peu dans l'ombre. Et alors que finalement, c'est un métier où il faut savoir collaborer avec énormément d'acteurs. Qui ne sont pas forcément d'ailleurs des professionnels de la construction, ou du moins professionnels d'un aspect très très précis.
En études, donc si vous avez la chance de les faire, vous serez amené forcément à collaborer entre étudiants. Avec un groupe. Et c'est primordial parce que par la suite, c'est un métier vraiment qui se pratique en collectivité, quoi. Et évidemment, le second point le plus épanouissant pour moi, mis à part donc cette collaboration, cette effervescence, ça serait forcément la partie conception, donc qui est une étape, celle qu'on imagine le plus finalement du métier d'architecte, qui pour autant en fait occupe une place un peu mince finalement du métier d'architecte, parce que effectivement quand on est sur le chantier, donc c'est quand même une partie importante de la profession. Finalement c'est une autre forme d'épanouissement, mais c'est pas de la conception pure. Donc cette partie du projet architectural, la conception, c'est vraiment les prémices, et ça n'occupe finalement que peut-être la moitié, une petite moitié de la vie d'un projet. Et donc, mais pour autant, c'est cette partie qui je pense, nous fait vibrer dans les études et continue de nous faire vibrer en tant que professionnels. Eh bien, je pourrais que répéter ce qu'ont dit mes collègues, et à ça, je pourrais ajouter pour ma part qu'au quotidien, je trouve beaucoup de sens dans mon travail, de par le lieu que j'ai choisi, là où j'exerce, de par les personnes pour qui je travaille, qui sont les enfants pour le coup. Alors là, c'est vraiment très personnel ce que je raconte ici, mais j'y trouve énormément de sens. Je sais pourquoi je me lève tous les matins. Ça me fait du bien de me sentir utile aussi. Et si je vais rajouter autre chose, c'est vraiment ce sentiment de liberté, de pouvoir créer. Cette curiosité qui est du coup nourrie au quotidien, parce que je pense que pour avoir une pratique faite de justesse, il faut être curieux de ce qui nous entoure le plus possible. Et donc ça nous amène à lire, à aller voir des films au cinéma, à écouter de la musique, à regarder des photos, à visiter des endroits, pour toujours puiser notre imagination partout autour de nous. Et donc voilà, moi ça m'éclate, et je pense que c'est vraiment ce que disait Étienne, une sorte de continuité dans nos études, en fait, je pense qu'on est un peu nostalgique tous parfois d'avoir quitté cette école, et donc voilà, on garde un petit lien quand même avec au quotidien, de par ce besoin d'être dans la curiosité, toujours, comme des étudiants en fait, toujours, même si on vieillit un petit peu. Je rajouterais que c'est l'apprentissage, puisque un archi continue toujours d'apprendre, continue toujours de se questionner sur les nouveaux matériaux, sur ce qui va se passer, le projet. Il y a toujours une continuité dans nos études, comme disaient mes collègues actuellement, où il faut chercher et rester curieux. J'arrive, Attendez, je vous donne le micro. Pour que tout le monde entende bien. Bonjour. En moyenne, à la sortie de l'école, ça prend combien de temps pour avoir un débouché? Combien de temps? C'est variable en fait en fonction de plein de paramètres en fin de compte. Tous, on a des appétences différentes, des envies qui sont différentes, et des domaines qui sont parfois plus accessibles que d'autres où c'est un peu plus pointilleux d'y rentrer parce qu'il y en a peut-être moins. Voilà, donc je dirais que c'est hyper variable, il n'y a pas de règle en fin de compte. Ça dépend si vous voulez exercer dans des grandes villes ou en province aussi. C'est pas pareil de vouloir exercer en campagne que de vouloir exercer à Paris. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Les statistiques nous disent que 80 à 90% des étudiants trouvent en moins d'un an un travail. Après, est-ce qu'il est qualitatif ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des études qui offrent des débouchés assez bonnes sur les statistiques. Voilà. Je répète juste la question pour la visio, pour la vidéo, pour que tout le monde ait l'info. Donc, avec le monde qui évolue, est-ce que les particuliers prennent de moins en moins d'architectes et du coup, est-ce que ça impacte la profession? Ouais, alors après c'est un point très particulier, ce qu'on appelle les particuliers.
parce que effectivement c'est quelque chose qui est dans le débat depuis longtemps dans le milieu de l'architecture, et donc déjà tout le monde ne fait pas on fait pas tous du particulier. Il y en a qui sont spécialisés dedans, il y en a qui en font un petit peu, il y en a qui en font pas du tout. Donc c'est vraiment une tranche des projets architecturaux. Pour autant, c'est aussi pour ça que le métier d'architecte, la profession est réglementée, puisqu'en fait, seul le titre d'architecte vous autorise à concevoir un projet de plus de 150 mètres carrés. Donc la limite est là, et c'est là aussi où le métier, la profession est un petit peu protégée, justement pour que finalement on soit un peu obligé de passer par nous. Pour autant, pour la question du particulier, voilà, c'est pour ça que c'est dans le débat, parce que c'est 150 mètres carrés. Donc après, effectivement, c'est très personnel, mais tout le monde n'a pas envie de faire construire une maison de plus de 150 mètres carrés. Donc c'est pour ça que pour les architectes, il y a vraiment une partie j'aime pas dire ça, mais une partie du marché qui en fait ne passe pas par nous pour les maisons individuelles. Voilà. Mais pour autant, le milieu des particuliers, voilà, c'est par exemple, moi, j'ai dû faire un projet particulier cette année. Donc c'est pas du tout voilà, cœur de métier. Et à contrario, moi j'en ai fait 10. Et en fait, ça dépend juste de ce que l'on fait en tant qu'archi. Puisque lorsque une personne fait une commande pour une maison, un particulier fait une commande pour une maison, on rentre quand même dans son intimité, puisqu'il nous explique comment il va vivre. Et la plupart des gens ne veulent pas forcément savoir, enfin ne veulent pas forcément que vous sachiez comment eux ils vivent. Donc il y a également ce phénomène-là. J'aimerais passer un petit message de sensibilisation, j'en profite. Certes, on peut faire appel à l'architecte au-delà de réglementairement au-delà de 150 mètres carrés. Toutefois, pour les particuliers ou pour un toit inférieur de 150 mètres carrés, c'est tout aussi nécessaire. En fait, c'est juste que la réglementation ne le prévoit pas, et qu'en fait, les maîtres d'œuvre qui ne sont pas architectes ont pris une grande part du marché du particulier, du coup, et qui sont très compétitifs, et pour autant pas spécialement moins chers, si on étudie un petit peu tout ça. Mais voilà, si vous pouvez faire aussi passer le message, on en profite, on sensibilise que voilà, c'est pas beaucoup plus cher de prendre un architecte pour construire sa maison. Et elle sera foncièrement mieux. Il y a une question là. Oui, bonjour. Dans votre quotidien, il y a beaucoup de collaborations, j'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que l'intelligence artificielle fait partie déjà de votre quotidien, et si oui, comment ? Alors, je pense que l'intelligence artificielle fait peur à plusieurs métiers, mais il faut savoir que pour un archi, c'est totalement différent. On va pouvoir lui demander, oui, quelle règle peut s'appliquer à ce projet-là, mais pour autant, il faut que quelqu'un applique la règle. La machine n'arrive pas à appliquer correctement la règle. Donc, vous avez besoin d'un archi, et même si l'intelligence artificielle fait peur, il va toujours falloir que quelqu'un l'utilise pour qu'on puisse construire par la suite. Ouais, moi je sais que pour le coup, l'intelligence artificielle, je l'utilise comme tout le monde de plus en plus, je pense. Parce que alors ça peut faire peur. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant effectivement, Grégory a raison, sur le point de vue réglementaire, sur des aspects très techniques. Moi, je sais que j'exerce en société, donc même sur la partie économie, comptabilité, c'est quelque chose qui, pour l'instant, complète plutôt bien. Et pour vraiment la partie conception, je sais que moi personnellement je l'utilise pas du tout. Déjà parce que c'est ce que j'aime faire, donc je me vois mal le demander à un ordinateur. Mais en plus parce que déjà c'est pas très, honnêtement c'est pas performant pour le moment, c'est pas du tout abouti. Mais c'est normal en fait, parce que finalement quand on va voir un client qui nous confie un besoin, même lui, finalement, parfois ne sait pas vraiment comment le matérialiser. Et finalement, à moins, si lui-même a du mal à le formuler, je vois pas comment finalement une intelligence artificielle pourrait le représenter, quoi. Donc, je pense que pour le moment, en tout cas, on n'est pas trop inquiété par ça. Mais tant mieux. Oui, ce que j'allais dire aujourd'hui,
à travers, on est encore à la croisée des chemins entre l'expression de besoins de nos clients, les contraintes techniques et réglementaires, les contraintes légales. Donc en fait, et en plus, à travers tout ça, nous, le support de conception aujourd'hui, c'est quand même beaucoup la maquette numérique renseignée. Donc c'est-à-dire que c'est des logiciels spécifiques avec une écriture, une pratique de la conception, c'est-à-dire des outils qui sont quand même très spécifiques aussi. Et en fait, aujourd'hui, certes, il y a des générations d'images qui permettent d'avoir très rapidement des sensations de rendu, des choses en termes d'image simplement, mais on va dire que nous, nos supports, nos livrables aujourd'hui, nos plans, nos maquettes numériques sont très difficilement automatisables en fait. Je pense qu'il y a des parties qui, par petits bouts, ça peut être le cas. Nous, il y a des scripts en pratique d'agence. On cherche toujours un peu à automatiser parce que tout ce travail de conception, parfois, il est lourd de paramétrage, il est lourd de pratique numérique. Mais on est tellement à la croisée de plusieurs choses en fait que je pense que c'est compliqué d'avoir une générative qui soit très performante sur le sujet, quoi. Vu le taux d'erreur aussi, il y a besoin d'un humain pour vérifier quoi qu'il arrive. Et honnêtement, confier la construction de sa maison ou autre un bâtiment à ce genre d'outils, je pense qu'on est encore loin de ce qui peut inquiéter la profession, à mon avis. Parce que parfois, même, lorsque vous confiez la maison de vos rêves à un constructeur, si lui, il utilise l'IA, ça va pas forcément être performant. Alors que des personnes sachantes comme les architectes qui utilisent l'IA vont plus performer sur la maison de vos rêves, finalement. Quels sont pour vous les grands atouts de cette école ? Je peux commencer si tu veux. Eh bien, moi qui suis arrivé de Guyane à mes 18 ans, je pense que le plus grand atout, c'est le parc, puisque au fil des jours, au fil des mois et au fil des saisons, on voit le parc évoluer, on voit comment les étudiants utilisent le parc. Je pense que vous avez pu voir les constructions qu'il y a dans le parc. Il vit. Il y a tout le temps de la vie dans ce parc. Et par la suite, la cohésion également de l'école, puisque nous sommes 120 par promo. Après l'écrémage, lorsque les gens se disent « Ah, c'est pas forcément des 18 pour moi », on finit par être 80, mais tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, et tout le monde finit par se connaître. Donc ça crée une grande famille parfois avec des dissonances, bien entendu, comme toute grande famille, mais une grande famille quand même. Alors si je dois poursuivre, effectivement il y a une question d'échelle, je pense, qui est très importante dans cette école. L'enseignement il est beaucoup plus qualitatif qu'ailleurs, du moins vis-à-vis d'écoles qui sont beaucoup plus grandes, où les promotions sont beaucoup plus élargies elles aussi. Ce qui fait qu'il y a un enseignement privilégié, on a une proximité avec nos professeurs, avec nos camarades aussi, qui est importante pour pouvoir évoluer correctement, du moins ça c'est mon avis. Ensuite je dirais que le territoire sénomarin est quand même très 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 intéressant. Alors, il y a la proximité avec Paris bien évidemment qui est intéressante, sans avoir on va dire les défauts de la capitale. Rouen est une ville à échelle humaine, ce qui permet de se balader dans le territoire de manière simple, efficace aussi pour repérer des choses qui sont intéressantes pour nos études, que ce soit des architectures, des contextes paysagers, etc., qui peuvent nous inspirer au quotidien. Je dirais aussi que la ville de Rouen est quand même en mouvement depuis quelques années. Culturellement, c'est très intéressant. On y trouve beaucoup de choses, que ce soit sur la scène musicale, architecturale. Il y a le festival Zigzag aussi, chaque année depuis quelques temps maintenant, qui est très très intéressant pour nous étudiants en architecture. Et ensuite, oui, effectivement, le contexte paysager de l'école est propice à des études sereines et paisibles. Le format des ateliers aussi, je le trouve plutôt intéressant. C'est toujours le même, Marion, oui, qui est encore une fois, je pense, très très intéressant de par l'échelle vraiment humaine. On est en petit groupe, ce qui fait qu'on a le plus le temps aussi de parler entre nous, avec nos professeurs, bien évidemment. Donc voilà, pour ma part. Puis c'est une ville qui est quand même assez chouette. Pour ma part, je ne suis pas de Normandie, je viens de la campagne. Et quand on est jeune étudiant lycéen et qu'on part loin de chez nous parfois pour faire de grandes études, ça peut être assez impressionnant de finir dans une ville comme Paris ou dans des grandes capitales comme ça qui sont assez grandes. Pour le coup, Rouen est une ville très agréable au quotidien. D'un point de vue des étudiants, c'est aussi très chouette. Il y a les Beaux-Arts qui sont à proximité, les ADAR, c'est comme ça que ça s'appelle, les ADAR,
qui est à proximité avec lesquels parfois on travaille, l'école d'ingé aussi. Voilà, donc tout est à échelle humaine, donc c'est beaucoup plus agréable. Hugo ? T'as pas de commentaire ? En définitive, Rouen est une belle ville, cette école est une belle école et Ils sont pas payés. Non. c'est vraiment des ressentis puisque je pense que voilà pourquoi finalement nous sommes ici, voilà pourquoi je suis président des anciens élèves, puisque j'ai compris qu'il y avait un grand tout dans cette école où dans la rue on se reconnaît, on prend le temps de prendre un café, de se dire comment tu vas, ou même lorsque nous sommes dans cette école-là, on s'entraide. Il y a eu beaucoup d'entraide. Si pour un de vos projets, vous êtes charrette, vous n'arrivez pas à finir, il y a forcément une personne dans votre entourage ou dans les années supérieures qui va venir vous aider parce qu'il y a également ça dans cette école. Et c'est le fait qu'on a la possibilité d'être des petits groupes au sein d'un seul. Et si je peux rajouter quelque chose, je trouve que l'échelle humaine permet aussi pour l'après, parce que parfois on a un cas aussi, même avant d'être étudiant, de l'après-étude, de tisser des liens plus facilement dans notre vie professionnelle, avec nos anciens camarades, nos anciens professeurs aussi. Je trouve ça plus simple quand on vient d'une école à échelle vraiment humaine. C'est beaucoup plus simple pour l'après, pour rester en contact, pour pouvoir travailler sur différents projets ensemble, avoir des conseils sur telle ou telle agence. Est-ce que tu penses que cette agence vaut mieux qu'une autre? Est-ce que tu penses qu'il serait plus judicieux de travailler sur tel type de projet? Voilà, c'est beaucoup plus évident. Puisque au-delà du professionnel, on peut également se recréer une famille, puisque ça, on va le dire, le plus clair de votre temps, vous allez le passer à l'école avec les mêmes personnes. Donc vous allez finalement pouvoir créer des affinités, créer des amitiés, et par la suite, 10 ans plus tard, vous êtes encore ensemble. D'expérience, les diplômés aiment beaucoup revenir à l'école, sont toujours ravis de venir et ils se sentent comme à la maison, ils ont envie de revoir s'il y a des choses qui ont changé ou des choses comme ça. Et donc depuis quelques années, on valorise beaucoup le réseau des diplômés que vous aurez peut-être l'occasion, si vous êtes dans cette école, de croiser, pouvoir discuter plus longuement avec eux pour reconnaître leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui passeront l'étape et qui arriveront à l'oral, vous serez en phase 2 puisqu'ils font partie depuis 3 ans des jurys de sélection. Il y a un enseignant et un diplômé. Donc ça donne la dimension professionnelle à vos oraux aussi, et cette dimension avec un peu de recul, pas que orientée école. Donc voilà. Oui. Ah bah, il y avait la dame également là-bas. Là-bas, une orange. Ok, je vais après. Quid de votre rapport au stress, à la pression et au rythme en fonction de vos expériences et des différents environnements dans lesquels vous avez pu travailler? La pression, je pense qu'il y en a dans tous les métiers. Il y a plus ou moins de pression selon sur quoi on est, selon notre exercice. Par exemple, je ne sais pas, pour Étienne, la pression sera plus grande puisque c'est d'un bâtiment plus grand. Mais pour les études, il n'y a pas vraiment de pression. On vous laisse le temps de pouvoir faire les choses, de pouvoir bien faire les choses. C'est à vous d'assimiler et de comprendre au fur et à mesure comment vous allez pouvoir gérer votre temps. Et dès qu'on arrive à gérer son temps, il n'y a plus de pression. Vous voulez parler? Oui, moi, j'ai juste ça parce que, étant passé côté maîtrise d'ouvrage aussi, il y a, on va dire, cet imaginaire de l'architecte permanence charrette, toujours en retard sur tes projets, devant travailler jusque très tard le soir. Je pense que c'est très lié aussi à des types de pratiques, des types de commandes. Moi, pour avoir travaillé sur des gros projets industriels, ou des choses qui sont très ancrées dans des temps longs, il y a des moments en fait où, en fonction de la commande, en fonction du fonctionnement de l'agence dans lequel on est, on a parfois en fait un marché qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup plus régulé dans le temps et dans lequel en fait on se retrouve à avoir on va dire un roulement qui est beaucoup plus continu, qui peut être diffus, qui peut être distillé. C'est pas parce qu'on est salarié en agence d'architecture qu'on a un train de vie stressant et qu'on n'a pas d'équilibre professionnel, personnel. Moi, c'est encore plus vrai en maîtrise d'ouvrage dans une très grosse structure où c'est aussi une qualité de travail, une qualité de vie que j'ai retrouvée encore plus. Et c'est un des débouchés possibles, quoi.
les aspirations des jeunes diplômés d'architecture et HMONP notamment, ou ceux qui veulent se lancer à créer leur entreprise, c'est vraiment ça, hein, c'est de pouvoir bien balancer la vie pro et vie perso. On est sur des générations là qui ont ça vraiment à cœur, et donc ne plus reproduire aussi les schémas toxiques qu'ils ont pu connaître avant. On est de plus en plus là-dessus. Vas-y. Pour ma part, je vais parler d'expérience à l'école, du stress qu'on peut avoir pendant nos études. Alors c'est personnel, hein, chacun a son expérience d'étudiant et d'étudiante. Cependant, je pense que quand il y a du stress, c'est un bon stress. Il nous prépare à une vie professionnelle qui n'est pas toujours toute rose, et ça nous amène à une certaine discipline et une posture qui, je pense, est assez saine en fin de compte, malgré tout. Et oui, je pense qu'il y a encore pas mal de clichés sur le quotidien des étudiants en architecture qui sont au quotidien charrette, etc. On n'y est plus, donc on ne va pas parler de ce qui se passe aujourd'hui. Pour notre part, je pense qu'on a tous vécu des moments, alors oui, parfois avec un travail qui est dense, mais c'est des moments de collectif. Je pense que tous on en parle avec beaucoup de joie aussi, parce que ça crée des amitiés, ça crée des soirées où on débat autour d'une maquette, d'un projet jusqu'à 1h du matin, mais on est content de le faire parce qu'on est fiers de notre travail de groupe, parce qu'on est content de nous, parce qu'on a hâte de le présenter le lendemain à nos professeurs et de savoir ce qu'il en est et ce qu'ils en pensent et ce que nos collègues vont en penser aussi. Et ça nous amène aussi à être, je pense, solides sur nos appuis, ce qui est vraiment, je pense, très 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 important aujourd'hui professionnellement, d'être solide sur ses appuis, d'avoir, même si c'est un tout petit peu, confiance en soi aussi, c'est important quand on présente quelque chose, et peu importe en fait le domaine professionnel dans lequel on va travailler par la suite après nos études, en fin de compte, qu'on soit menuisier, qu'on soit urbaniste, qu'on soit scénographe, au moins on sait que ce qu'on fait a un peu de sens, on est content de le faire, donc je pense que c'est un bon stress, et je compare ça parfois au sport aussi de haut niveau. Voilà, je pense que c'est important, c'est un collectif, on se dépasse au quotidien, mais on est content de le faire, donc je pense que c'est important de rappeler qu'il y a du positif malgré tout dans le stress et dans le travail qui peut être un peu parfois dense. Voilà. Et surtout que parfois le stress peut nous permettre de nous dépasser. Il y a des personnes en école d'archi qui, sans stress, n'auraient pas pu arriver là où ils sont actuellement. Ça leur a permis également d'outrepasser des peurs, la peur de parler, la peur de que ce ne soit pas forcément bien. Il faut également le voir. Donc il y a du bon stress et du mauvais stress, mais pour l'instant, c'est du bon. Moi, j'ai une question par rapport au master. Avez-vous pu choisir votre master? Parce qu'on a cru comprendre en fait qu'il y a X places par master et que c'est vraiment les premiers qui s'inscrivent qui ont une place. Je vais répondre factuellement, mais on a tous notre place en master. C'est-à-dire que on répond. Si par exemple moi j'ai voulu faire Transform, j'ai fait Transform. Il y a d'autres qui voulaient absolument faire AVT, ils l'ont fait. On a tous notre place en master. Effectivement, le choix des domaines d'études, c'est une question. Il y a plus de demandes dans certains domaines d'études. Donc forcément, il y a des étudiants qui ne sont pas toujours retenus pour le choix qu'ils avaient mis en premier. Toutefois, il y a une place en master, quoi qu'il arrive, pour la personne qui a eu sa licence. Donc, globalement, il n'y a aucun des E qui vaut sur un autre. Hein. Donc la pédagogie est la même, les méthodes sont normalement partagées. Voilà. Donc c'est plus des appétences après des étudiants. Et des fois, il y en a, ils ne sont pas dans le DE qu'ils ont choisi et ils sont très contents finalement de ne pas y avoir été. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il y a le temps. Ça aura changé peut-être même d'ici à ce que votre enfant soit en master. D'autres questions ? Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Est-ce que la licence qu'on obtient ici à l'école d'architecture permet d'intégrer d'autres masters à l'université ? Réponse oui. Alors, lesquels ça dépend ce que la personne veut par la suite. Si elle veut faire de la scénographie, elle peut très bien aller en scénographie. Elle veut faire de l'urba, elle peut très bien aller en urba. Mais ça ouvre des portes, bien entendu. Comme on vous disait, c'est des études qui apportent des compétences qui sont valorisées dans plein d'autres types
typologie d'études, donc ça dépend de la situation après personnelle. Voilà, il faudra faire le point à ce moment-là, si c'est ça le choix voulu. Voilà. Mais le concept de LMD, donc licence, master, doctorat, justement, permet ça, de pouvoir aller à la fin de chaque cursus faire... voilà. Et il y a aussi, pardon, je précise, il y a des liens entre écoles d'architecture aussi. Vous pouvez avoir fait votre licence ici et vouloir faire un master qui est spécifique à une autre école. De plus en plus, les écoles d'architecture prennent une couleur, une orientation. Nous, ici, on est très orienté réhabilitation, on est très orienté, du coup, réemploi, on va à fond là-dedans. Donc, là-dessus, nous, c'est notre couleur à nous, mais d'autres écoles, à Grenoble, c'est le design. Donc, regardez bien les typologies aussi d'écoles en fonction de vos appétences dès maintenant. Mais si vous n'êtes pas dans la bonne école dès la licence, vous pourrez changer. Votre enfant pourra changer. Je parle à votre enfant parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions de parents. Mais du coup, il pourra changer en cours de cursus aussi. Oui. Merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a des ponts entre les licences faites en France, par exemple à l'école d'architecture de Normandie, et des écoles, par exemple, aux Pays-Bas ou en Belgique? Et inversement, est-ce que des élèves qui feraient le début de leur cursus en Europe peuvent avoir une forme d'équivalence pour revenir ensuite en France, continuer? Eh bien, très bonne question, puisque moi j'ai fait mes études en Normandie, donc je ne saurais pas forcément vous répondre. Mais... Ouais. Ouais, ça, encore une fois, c'est des questions très spécifiques. Je pense que ça dépend des cas, des pays aussi, et des accords qu'on peut avoir entre les pays, qui reconnaît les diplômes de tel. Donc, voilà. C'est la même chose pour un médecin. Il obtient son diplôme ailleurs qu'en France. Il va falloir passer une équivalence. Oui, d'où l'intérêt de l'Erasmus. Oui, Erasmus permet beaucoup. Erasmus et autres, parce que nous, on fait Alors, vous pourrez aller discuter avec mes collègues de l'international, mais on fait de l'Erasmus, mais aussi on fait de la mobilité internationale dans d'autres destinations qui ne sont pas dans le giron d'Erasmus. Donc, ouais, et je complète, même pour le métier profession d'architecte, être inscrit à l'ordre en France ne permet pas de construire à l'étranger. J'ai eu le cas plusieurs fois, je le sais, en Suisse ou au Bénin, où j'ai absolument pas le droit d'exercer là-bas parce que j'ai beau être architecte, bon c'est en France, c'est bien, mais eux ils s'en foutent. Mais cela dit, c'est pareil pour les étrangers en France. C'est-à-dire que tous les gros projets que vous voyez en France, mais entre guillemets dessinés par un architecte international. Alors certes, on entendra plutôt parler de lui, mais il devra être associé à un architecte français pour construire sur le territoire français. Ouais, mais les études, je sais pas. Juste pour compléter la question du monsieur, là, c'était justement, par exemple, quand vous parlez d'Erasmus, l'année que vous faites à l'étranger est validée en France. Par exemple, le L2 que vous faites à l'étranger valide le L2 français ou Totalement, oui. D'accord. Par exemple, moi je suis allé au Brésil pendant 1 an et quelques mois après, et elle a été validée en France. D'accord. Mais les compétences que j'ai acquises là-bas, elles sont pour moi. Oui. D'accord. Puis après, vous finissez votre licence ici, le L3, et c'est pour ça que c'est validé en France. Totalement. Et après, il existe aussi le concept de la césure, où là, on interrompt ses études pour aller faire une expérience professionnelle, autre, qui peut apporter à l'étudiant, et du coup, ça peut être fait à l'international, mais ça rentre pas dans le cadre de... J'ai un collaborateur qui est parti en césure, a fait des études d'ébéniste, mais d'ébéniste pour le luxe et ébéniste également, et ça l'a servi pendant ses études, pendant le reste de ses études. Donc c'est également à l'étudiant de se créer son parcours, puisqu'on a cette chance en école d'archi.
Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a 3 stages dans le cursus. Un premier qui est plus d'observation qui doit se faire en dehors de la maîtrise d'œuvre, dans un champ plutôt applicatif, chez un menuisier par exemple, ou dans la culture, ou voilà, c'est assez vaste, mais c'est hors de maîtrise d'œuvre. Il y a le stage de première pratique ensuite qui est d'1 mois. Là, du coup, il s'appelle, il porte bien son nom. Et il y a un stage de 2 mois qui se fait au cours du master. Et là, qui s'appelle formation pratique. Donc là, on rentre un peu plus dans le dur. Et ça doit servir normalement à un projet professionnel et servir à s'orienter après par la suite. Voilà. Et ça, ce stage-là, vous pouvez le faire absolument partout. Moi, je l'ai fait au Brésil et je l'ai continué par la suite en Espagne. Donc ça vous donne également la chance de pouvoir perfectionner une langue ou justement l'apprendre. Pas d'autres questions ? Ah oui. Connaître la place des langues dans les études, donc dans le cursus. Eh bien, on arrive avec chacun un bagage linguistique. Il y a ceux qui arrivent avec juste l'anglais, déjà c'est déjà pas mal, ou juste le français. Et c'est au fur et à mesure des années, des études, du parcours que l'on va faire, que l'on se perfectionne dans une nouvelle langue. Il y a des cours d'anglais ici. Cours d'anglais. Et d'ailleurs, il y a des Erasmus qui... 2 langues ? Ah bah oui, nous on ne fait, en tout cas ici on ne fait que des cours d'anglais. Il n'y a que des cours d'anglais. Après, il y a certains de nos étudiants qui parlent espagnol, d'autres qui viennent d'Italie. Donc, si on veut poursuivre sa seconde langue avec un enseignant, pas de souci. Mais en tout cas, nous ici, on ne fait que des cours d'anglais. N'empêche que la deuxième langue ou les langues qui ont été vues au lycée, elles sont pas perdues, hein. Si vraiment c'est une langue qui a envie d'être encore pratiquée par la suite, au contraire, ça peut servir un Erasmus, ça peut servir même plus tard ou une césure, ou voilà. Totalement. Faut pas l'abandonner complètement, mais voilà. Eh bien, il ne faut jamais abandonner la langue que vous avez pris au lycée, puisque par exemple, moi je n'ai pas abandonné le portugais, maintenant je suis bilingue, je n'ai pas abandonné l'espagnol, et je suis également bilingue en espagnol, donc finalement trilingue. Bref. Mais et voilà. c'est surtout que pour la mobilité internationale, toutes les destinations ne parlent pas spécialement anglais. On va demander un niveau peut-être en espagnol, du coup, peut-être dans une autre langue pour pouvoir accéder à cette destination-là. Donc, non, c'est important. Et on a dans notre projet d'établissement quand même l'international pour tous. Donc c'est important, on a cette dimension-là qui est très présente. Donc c'est pas de l'abandon, c'est juste que les études d'architecture sont déjà assez denses et il y a beaucoup de choses à voir. On ne peut pas non plus ajouter des langues supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des futurs étudiants, des lycéens ? Ils sont sympas, vos parents, hein, quand même, ils s'inquiètent de votre avenir. Bon, on vous remercie. Est-ce que vous voulez me faire un petit mot pour la fin ? Ah, pardon. Eh ben, on est encore. Donc j'aurais voulu savoir, selon vous, quelles sont finalement les qualités et compétences peut-être essentielles pour vous pour se lancer dans cette voie ? La curiosité. Non, Grégory a raison en disant la curiosité. Il n'a pas trop expliqué, mais parce qu'en fait, je pense que finalement, on a une pratique qui est c'est personnel en fait, et chacun met ce qu'il est dans ses projets. Donc, je pense qu'on a tous des points forts, des faiblesses, mais finalement, la curiosité, c'est primordial. Parce que c'est ça qui va nous alimenter en fait notre pratique. Et mais c'est vraiment très important. Je pense que pour parler de mon cas, en tout cas quand je suis arrivé en école d'archi, j'avais c'est personnel, hein, j'avais un dossier scolaire qui était moyen, qui n'était pas non plus catastrophique, mais qui n'était pas du tout excellent.
Et pour autant, je suis quelqu'un de très curieux. Je m'intéresse énormément à l'art de manière générale, peinture, cinéma, dessin, la sculpture, les voyages, la photographie. Et honnêtement, je pense que c'est grâce à ça que je me suis démarqué en fait. Donc après, c'est pas du tout. Encore une fois, c'est très personnel et ça veut pas dire qu'il faut être passionné de tout, mais je pense que c'est quand même un gros plus, quoi. Bon, enfin, pour continuer un petit peu sur cette lancée-là, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous créez votre boîte à outils et vous y mettez absolument tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre de l'art, des langues, etc., c'est à vous de vous construire également, puisque lorsque vous allez vous construire un minimum, ça va se ressentir dans votre pratique, dans vos projets et même dans la façon dans la façon où comment vous vous exprimez également. C'est également ça. Et pour ma part, je dirais d'être tourné vers les autres, quand même. Même la personne qui peut paraître avoir une pratique très égoïste, qui veut monter un très gros business pour d'autres raisons que les autres, il aura forcément des clients. Et donc d'être tourné vers les autres, d'être à l'écoute, d'être sensible. Alors je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais un minimum quand même, de savoir écouter, prendre en considération autrui, de prendre l'autre comme il est, parce que les clients ils sont divers et variés, donc forcément on tombe parfois avec des gens avec qui on pourrait très bien s'entendre et parfois pas, mais c'est ce qui fait que c'est parfois chouette aussi. Donc voilà, être tourné vers les autres, je pense que c'est important. Ouais, pour compléter, moi je dirais qu'il y a quand même cet aspect d'avoir une nature créative, ou en tout cas une nature qui est dans l'apport, qui est dans la conception, dans la projection, parce que le parcours étudiant à travers l'école d'architecture, c'est un parcours de conception autour de l'architecture, la conception bâtimentaire, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que l'exercice professionnel, en fait, derrière, à la sortie des études, il est souvent assez varié. Et en fait, on se reconnecte souvent avec des choses qui nous animent au fond. Et moi, je trouve que le point commun, souvent en sortie, en fin de parcours, c'est ce côté apporter quelque chose, créer quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Il y a souvent cette chose-là qui ressort, en fait, moi, les gens que je connais qui sont sortis de l'école et de manière générale. C'est d'ailleurs pour ça que nous, dans notre école, on recrute, la première barrière, c'est le français, puisque finalement, c'est la compétence qui est un peu commune à tous et qui est pour le coup essentielle pour les études, puisqu'on va demander de savoir bien lire des réglementations, savoir bien rédiger pour concourir à un appel d'offres ou des choses comme ça, savoir bien présenter à l'oral aussi, puisque souvent il y a des présentations. Donc ça, c'est pour ça que c'est le français, nous, qu'on privilégie pour l'entrée ici. Mais pour autant, ce n'est pas une barrière, puisque au final, vous apprenez à mieux vous exprimer et à mieux présenter. D'autres questions ? Est-ce que vous voulez dire un petit mot de fin, une petite conclusion ? Non ? Ouais, si vous voulez discuter avec eux de manière individuelle, n'hésitez pas. Ils sont encore là et merci pour votre attention. Merci à vous.